Bonjour mes petits hobbits, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan de la mi-année. Donc on va parler de tous les livres que j'ai lus du coup de janvier à fin juin 2026. J'ai mis un petit peu de temps à faire cette vidéo, mais c'était un peu voulu parce que je me rends compte que je suis un peu biaisée pour les dernières lectures que j'ai faites par rapport aux premières, enfin au niveau de l'oubli on va dire. Donc j'ai laissé passer 2 mois, puisque là on est en août, pour donner la même chance en fait à tous les livres et avoir mon avis le plus impartial possible. Donc on va revoir les livres. Alors ils sont pas du tout dans l'ordre par contre, parce que aujourd'hui je le fais avec Tiermaker. J'ai essayé la dernière fois pour la liste des tropes et c'est vrai que c'est pratique. Et là je sais que les livres je vais peut-être vouloir les classer même dans les catégories, donc je me dis que je vais utiliser Tiermaker, ça va être quand même plus simple. Mais voilà, et je suis désolée, vous allez pas avoir le petit truc que j'avais fait la dernière fois sur Canva, mais bon, c'est quand même plus pratique pour moi, donc désolée. Et ils sont pas du tout dans l'ordre dans lequel je les ai lus cette année, parce que du coup j'ai tout téléchargé d'un coup et voilà, je pouvais pas tout mettre dans l'ordre, je suis désolée. J'ai pris les mêmes thèmes que pour mes tropes que j'ai fait là dernièrement, donc on va avoir tout en haut mon précieux, donc là ça va être vraiment mes coups de cœur, ceux que j'ai préférés dans ce début d'année. Ce que nous voulons, c'est du poisson fort bien goûteux, donc là c'est ceux que j'ai vraiment appréciés, mais c'est pas non plus mes coups de cœur. Donc voilà, c'est juste la catégorie juste en dessous. On va voir ceux où c'est moyen, donc je ne doute pas de son courage, mais de la portée de son bras. Donc là, bah c'est bof, c'est bien, mais c'était pas incroyable non plus. J'ai passé un bon moment, mais c'est pas incroyable. Ça ne compte quand même que pour un, bah là c'est vrai que celui-là, il va un petit peu moins pour la catégorie des livres. Faudrait peut-être que je trouve autre chose. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ok, on va faire ça comme ça. On va mettre « Je sens comme des picotements dans mes doigts ». Hop. Dans l'idée de voilà, ça m'a tout petit peu plu. Mais c'est pas incroyable, quoi. C'est un peu ceux qui sont oubliables. Je les ai pas détestés, mais limite je me souviens plus trop que je les ai lus. Je me souviens plus trop de l'idée générale du livre. Donc c'était pas fou, hein, voilà. Donc voilà pour cette catégorie-là. Et Fuyez pauvre fou, bah ça c'est ceux que j'ai vraiment pas aimés. Je les ai pas du tout aimés. Et ben on est parti parce que j'en ai 49 à classer, donc je vais aller assez rapidement quand même. Alors, Les femmes et les mathématiques, ça c'est mon précieux. Alors, je ne sais plus du tout qui est l'auteur. Je sais plus. Franchement, j'ai complètement oublié. Je crois que c'est Joaquin quelque chose. Alors ça c'est un livre où on va nous parler donc des différentes femmes qui ont influencé les mathématiques dans l'histoire, et on va à chaque fois développer un petit peu le côté mathématique, ce qu'elles ont fait, dans quelle partie en fait des maths elles ont travaillé, et j'ai trouvé ça trop bien, ça donnait vraiment une réelle visibilité aux femmes dans les mathématiques, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre, je l'ai dévoré en fait, hein, j'ai vraiment kiffé. Yellow Face de R.F. Kuang. Bah ça, alors je me souviens que j'avais passé un bon moment. Mais du coup, c'était pas non plus fou. Il y avait quelques petits défauts. C'est pas le livre que je vais recommander forcément à tout le monde. Dedans, on va y suivre une autrice qui va s'attribuer le roman d'une amie à elle qui est décédée, sauf que son amie, elle était asiatique alors qu'elle ne l'est pas du tout, donc on a de l'appropriation culturelle. Le propos était vraiment très intéressant, j'ai passé un très bon moment, mais il m'a pas marqué plus que ça, donc je le mets ici. Harry Potter, celui-ci c'est et l'Ordre du Phénix. J'avais kiffé, j'avais bien aimé le côté très académique. On a vraiment toute la partie études, les buses, etc. Donc ça, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais passé un très bon moment, c'est Harry Potter, donc ça, c'est une valeur sûre, quoi. J'ai vraiment passé un bon moment. Frankenstein, j'ai adoré Frankenstein, c'est un de mes classiques préférés. Je sais qu'il y a d'autres classiques que j'avais bien aimés, donc je garde un peu entre guillemets quand même, mais c'est un de mes classiques préférés. J'ai passé un excellent moment, j'étais très surprise de la fluidité du livre, de la facilité avec laquelle je l'ai lu, et de son propos qui était hyper intéressant sur le bien et le mal, sur l'apparence
justement des personnes sur un peu ne pas juger en fait un livre à sa couverture, ce genre de choses, que j'ai vraiment kiffé. Donc c'est mon précieux, c'était trop bien. La zone d'impunité. Où est-ce que je le mets celui-là? Alors Frankenstein c'est de Marie Cholet, j'ai oublié de le dire. La zone d'impunité c'est de... T'es de qui toi? Je sais plus de qui c'est. Je vous mettrai la couverture en gros, parce que là comme c'est en petit carré, il y a des moments c'est un peu tronqué, et là je crois que c'est tronqué. Je sais plus, bref. Alors là on est sur un non-fiction, on va parler des violences sexistes et sexuelles dans le traitement médiatique et plus particulièrement dans le sport. Donc c'est un sujet qui est assez pointu, que j'ai trouvé vraiment très intéressant, mais en même temps en fait le problème c'est que le livre était... très à charge en fait, c'était très accusatoire, c'était... Alors ils utilisent des bons termes, mais en même temps je trouve que c'est pas assez nuancé en fait. Enfin je sais pas comment le dire, on sent de la colère en fait dans ce livre, et donc je pense que je le mettrai là. Parce que j'ai quand même aimé, et je trouve que le propos est très intéressant, et que en effet c'est très inquiétant et très important en fait de se rendre compte de comment est médiatiser les violences sexistes et sexuelles, à quel point on fait en sorte que ce soit complètement invisibilisé et qu'on s'en rende pas compte en fait, mais qu'à travers les titres, à travers les mots qui sont utilisés, on blâme énormément les victimes et très peu les accusés, et que en fait on fait en sorte qu'ils soient pas trop blacklistés quoi, et que il se passe rien, surtout dans les sports et notamment les sports collectifs, pour éviter qu'il y ait des conséquences en fait dans l'équipe. Donc on va essayer de mettre tout ça sous le tapis. C'était hyper intéressant, mais en même temps je trouve que la manière d'écrire, la manière d'amener les choses, déjà c'était très compliqué parce que beaucoup de termes juridiques, donc c'était pas facile à comprendre. Il y a beaucoup de cas qui étaient cités, c'était vraiment très listé, et donc un peu lourd, parce que moi je l'ai écouté en livre audio, et du coup c'était un peu lourd. Je pense que je me serais déjà un peu plus repérée si jamais c'était en papier, pour bien avoir le temps d'assimiler en fait les noms, et peut-être plus les recouper avec d'autres moments. Et je sais pas, ouais, je l'ai trouvé très... Enfin ouais, on sent une colère en fait dans ce livre, qui des fois était peut-être un petit peu trop dérangeante. J'aurais bien aimé un peu plus de nuances. Je sais pas, voilà. C'est un peu mon ressenti en fait par rapport à ce livre. Alors le choix du cœur, c'est le 2e tome de la saga de la guerre des cœurs égarés, j'ai toujours du mal avec le nom de cette saga, de Carissa Broadbent, donc il y a une saga de romantasy, enfin plus fantasy mais avec un tout petit peu de romance. J'ai lu les... Est-ce que j'ai lu les 3 dans les 6 premiers mois? Oui, j'ai lu les 3. Bah, je vais pouvoir placer les 3. Alors, les braises de la guerre, c'est le premier. Les braises de la guerre, je vais le mettre là, parce que c'était une fantaisie mais classique, très sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais ça restait assez classique on va dire. Le choix du cœur, je vais le mettre dans mon précieux, parce que pour un 2e tome, moi qui suis assez exigeante, je sais pas, avec les 2e tomes en fait, très souvent les 2e tomes me laissent un côté un peu soufflé qui retombe. Enfin, j'ai un peu de mal avec les 2e tomes en règle générale. Je sais pas, je me désintéresse peut-être un petit peu de l'univers. Généralement, c'est ceux que j'oublie, en fait, clairement. Je trouve qu'ils sont très transitoires, quand on est dans une trilogie en tout cas. Et donc, celui-ci, par contre, m'a vraiment convaincue. J'ai trouvé très très chouette. Donc, je le mets dans mon précieux, parce que c'est assez rare pour le remarquer qu'un tome 2 m'a vraiment beaucoup plu. Et le tome 3, je vais le mettre... Alors, attendez, hop, faut que je remonte. Le tome 3, je vais le mettre avec le premier, parce que pareil, c'était une bonne conclusion, c'était sympa, c'était chouette à lire, peut-être un peu plus de longueur que dans les autres parce qu'il est plus long aussi, mais vraiment j'ai passé un très très bon moment avec cette trilogie, je l'ai vraiment beaucoup aimé, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc vraiment j'ai adoré. Franchement j'ai passé un très très bon moment, j'ai kiffé, j'ai lu les 3 assez rapidement en 3 mois, et voilà, vraiment très très bonne fantasy / romantasy. L'Odyssée, je vais peut-être pas me faire des copains, mais je vais le mettre là, parce que je suis restée très très froide avec ce livre. Ulysse, je l'ai trouvé, mais vraiment un but de lui-même, pas très sympa, pas très bienveillant. J'ai pas trop kiffé ce personnage. J'ai trouvé que l'histoire était quand même très expédiée dans cette version abrégée. En fait, à la fois, il y a des trucs qui vont passer très très vite, et il y a des choses qui vont être très très lentes. Du coup, ça m'a un peu... pas trop plu en fait, j'ai pas passé un excellent moment, c'était pas incroyable, donc voilà, je le mets là.
L'histoire est chouette hein, dans l'idée, mais le roman m'a pas transporté. Après, c'est une version abrégée, hein, ça se trouve avec la version longue, ça passerait mieux parce que là, c'est le côté problème de rythme qui m'a surtout embêtée et le souci de l'enchaînement de personnages comme ça où en fait on s'y attache pas, on les voit pas trop évoluer, on les cite juste, on les voit passer et c'est tout quoi. Donc ça m'a pas trop plu. Orgueil et préjugés, c'est un des classiques que j'ai vraiment kiffé découvrir cette année. C'est vraiment un classique qui m'a happé énormément. Je l'ai dévoré. Je l'ai trouvé vraiment super chouette. J'ai kiffé, mais comme pas possible, ce livre. Donc voilà, il va être ici. Donc c'est de Jane Austen. Si vous... Je pense que vous savez, mais bon voilà, j'ai adoré. Le consentement de Vanessa Springora. Alors, je vais le mettre ici parce que bon, c'est très compliqué pour moi d'avoir un coup de cœur sur un non-fiction, je pense. Mais ce livre m'a vraiment beaucoup marqué. Il est vraiment très poignant. Il est important et donc je peux pas le mettre plus bas que ça. Franchement, il était important à lire, il était percutant. Donc c'est une autobiographie en fait. C'est Vanessa Springora qui va parler de sa relation avec donc elle dit M, il me semble dans le livre, mais c'est comment il s'appelle ? De toute façon, je veux pas lui donner de crédit, donc je vais pas donner son nom. Mais un homme qui avait je crois que c'est 55 ans, lorsque elle en avait que 13, et donc on va parler de l'emprise que cet homme a eue sur elle, donc sur cette adolescente qu'elle était, et sur les répercussions que ça a eu sur sa vie, et sur comment ça se passait à l'époque, et comment c'était totalement normalisé, et que les gens, ça ne les choquait pas en fait, et comment elle n'a pas été aidée en fait dans son enfance. Et c'était vraiment très poignant. Alors, comme un roman d'été, j'ai oublié un mot, non ? Non, comme dans un roman d'été. Ouais, c'est ça, comme dans un roman d'été. De Émilie Henry. Alors, ce livre... Je pense que je vais le mettre là. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai passé un excellent moment de lecture. C'est une romance, mais qui est vraiment très sympa. On y suit des personnages qui sont très chouettes. Émilie Henry, elle fait vraiment des romans qui sont vraiment cool, qui sont bien écrits. Enfin, franchement, je dis pas, j'ai rien à dire, c'est vraiment très bien. Mais là, en fait, en ce début d'année, j'ai tellement eu de bonnes lectures, de bons romans, que je me vois pas trop le mettre plus haut. Parce que là, tel quel, je me souviens de certains détails du roman, mais je me souviens pas de toute l'histoire. Donc, c'est compliqué pour moi de le mettre plus haut, même si je sais que j'ai passé un bon moment en l'écoutant. En fait, je vois là tout ce qui va arriver, je vois que j'ai du lourd, donc je peux pas le mettre plus haut pour moi. Voilà, ça va être là. Âme miroir. Âme miroir, ça va être un peu pareil. J'ai passé un bon moment, c'est un bon young adult. Dedans, on va être dans une fantasy avec une jeune fille qui a perdu la moitié de son âme, qui a été prise en fait par un faé. Et donc, ça l'amène à avoir des comportements un peu différents en fait du commun des mortels à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça hyper agréable à lire. C'était un young adult, ça se lit très bien. Alors, c'est dans une saga, mais vous pouvez juste lire le premier tome, comme moi je l'ai fait. Je vais pas lire les suivants. C'était cool, c'était chouette, j'ai passé un bon moment, mais ça va pas être dans mes préférés, c'est pas mémorable, mais sur le moment, j'ai passé un bon moment, c'était cool. Madame de Montespan. Alors, je vais le mettre ici, Madame de Montespan, c'est de Michel de Decker. C'est un livre qui est très pointu sur, justement, la favorite du Roi Soleil, et c'est peut-être ça qui m'a manqué, c'est un peu de background, parce que dedans, il va nous évoquer, tellement de noms de seigneurs, de barons, de tout ce que vous voulez. Et puis, il faut pas se mentir qu'à l'époque, ils avaient tous les mêmes noms, ils s'appelaient tous Marie et Louis, quoi. Donc, c'était très compliqué de comprendre vraiment le livre, de tout imprimer. En fait, c'était très lourd en termes d'informations, très très dense, très très pointu. Ce qui fait que c'était très compliqué de l'apprécier. Et Michel de Decker, il a une manière d'écrire qui est assez singulière et qui n'a pas vraiment marché avec moi parce que il fait des digressions très fréquentes et c'est pas écrit dans un ordre chronologique ou dans quelque chose qui est très facile à comprendre en fait, où on voit facilement en fait comment ça va se passer. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, on a
un ordre, une structure qui est facilement lisible. Là, il va vraiment mais partir dans tous les sens. Je vais vous dire des conneries, hein, mais on va aller en 1710, ensuite on va revenir en 1690, et puis on va repartir en 1705. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas d'ordre chronologique, il n'y a pas d'ordre bien précis sur comment ça va se passer. Et du coup, moi, j'étais des fois complètement perdue, et c'était très pointu, ce qui fait qu'en fait, je n'ai pas retenu grand chose de ce livre, et pourtant il y avait quand même 200 pages, donc ça me laisse un petit goût amer à ce niveau-là. Mais c'était quand même intéressant, hein. J'aime beaucoup l'histoire justement autour du roi Soleil de Versailles, tout ça. Mais celui-là n'était pas mon préféré. Bride. Ah bah Bride. Alors, est-ce que j'essaye de faire un petit classement? Alors dans ce cas-là, je pense que je vais faire comme ça. Ouais, là on est bien. Donc ça c'est le top. Et on va, voilà, crescendo comme ça. Et ben Bride, j'ai kiffé Bride. C'est de Ali Hazelwood et c'est techniquement c'est une romantasy, hein, mais c'est plus paranormal parce qu'on va être dans un monde qui ressemble au nôtre, mais avec des, je vais dire des zombies, pas du tout, avec des vampires, avec des loups-garous et donc des humains, et on va y suivre un mariage forcé entre donc une vampire et l'alpha des loups-garous, et ça nous amène à plein de situations vraiment très cocasses. C'est un livre qui est à la fois une enquête, une romance et une comédie. C'est vraiment hyper drôle. Moi, j'ai rigolé du début à la fin. Alors par contre, il y a du smut assez cru, hein, il y a de préparé. Après, il n'y en a pas 150 des scènes, mais il y en a. Mais moi, ça m'a fait beaucoup rire, en fait. J'ai beaucoup aimé. Il faut le prendre au 10e degré, ce livre, et j'ai kiffé. Le manuscrit inachevé de Franck Tillier, je le mettrai donc dans ce que nous voulons, c'est du poisson fort bien goûteux, parce que j'ai beaucoup aimé, mais je l'ai lu en audio et je pense que c'est ce qui a fait que c'est pas un coup de cœur, parce que les livres de Franck Tillier sont très compliqués à écouter en livre audio. Il faut être vraiment très attentif parce qu'il y a tellement de petits détails, de petits indices qui sont dissimulés tout au long du roman, et que le dénouement est tellement impressionnant, et puis des fois il fait des palindromes, il fait des choses comme ça qui font que pour les figures de style, pour la compréhension, je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir le livre papier, au moins avec la lecture audio. Là moi j'avais que la lecture audio, j'avais pas le livre papier avec moi, ce qui fait que c'était très compliqué à suivre, et je pense que je l'ai pas apprécié à sa juste valeur par rapport à ça. Mais c'est un très bon livre, c'est un très bon thriller, et c'est le premier tome de la saga Caleb quelque chose, Caleb Strax, je sais plus comment il s'appelle. Mais bref, qui est une trilogie, et le dernier livre notamment est Labyrinthe, qui est le plus connu, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent Labyrinthe en ne sachant pas que c'est une trilogie. Donc voilà, celui-là c'est le premier de cette trilogie. C'est vrai que c'est très mal indiqué, c'est très compliqué de savoir en fait que c'est une trilogie. Alors si jamais je commence à trier un petit peu tout ça, je pense que lui il va aller là. Ouais, comme ça on est pas mal. Et si j'essaye de trier celui-là, je pense que là on est pas mal. Et c'est plutôt dans l'autre sens. Là on est pas mal. Ok, Greta et Marguerite. Je vais avoir beaucoup de bonnes lectures, hein. Je vais avoir du mal à mettre des trucs dans Fille pauvre fou, j'ai l'impression. Greta et Marguerite, ça va aller là. Alors après, ça va aller où? Je pense que ça va aller ici. Greta et Marguerite de Kalindi Gramfull. J'ai du mal. C'est un contemporain dans lequel on va suivre une femme et la maîtresse de son mari. Et c'est une histoire de vie qui était incroyable et qui vous fait passer par toutes les émotions, parce que vous allez rire, vous allez être ému, vous allez pleurer, vous allez être en colère par rapport à certaines situations, et c'est un livre qui est vraiment hyper poignant et que j'ai vraiment adoré. Je suis un peu tombée dessus par hasard et j'ai vraiment passé un excellent moment, j'ai kiffé ce livre, il était vraiment très très bien. Mon mari de Maud Ventura, donc là on va suivre une femme complètement névrosée qui est omnibulée par son mari. Et ce livre, je pense que je vais le mettre dans mon précieux, parce que il m'a fait tellement rire et il m'a tellement marqué en fait. Je m'en souviens encore, je me souviens de tellement de passages. Il m'a marqué, j'ai vraiment passé un bon moment, je l'ai kiffé ce livre. Voilà, j'ai adoré. Je vous le conseille, en plus il se lit très facilement, très rapidement. Il était vraiment très très bien. La maison au milieu de la mer céruléenne. Je pense que je vais le mettre là. Donc c'est un found family dans lequel on va suivre un genre de fonctionnaire qui doit aller visiter en fait un orphelinat pour dire si jamais il est
bien homologué, si le directeur il est capable en fait de continuer son boulot, si ça se passe bien. Et donc on va avoir dans cet orphelinat des enfants qui sont extraordinaires, qui ont des capacités ou alors qui sont des créatures un peu surnaturelles. Et c'était un livre vraiment très sympa, très, très good vibe, avec beaucoup de bonnes valeurs, avec un propos qui est très intéressant, très bien amené. Et ouais, plein de bienveillance, plein de personnages un peu hauts en couleur et des valeurs qui sont transmises, qui sont très importantes et très bien amenées. Donc j'ai vraiment kiffé, j'ai passé un très bon moment. Apprentice to the Villain. Alors ça c'est le tome 2. Attendez, j'ai le tome 1 avant. Le tome 1, je vais le mettre là, je pense. Ah, peut-être avant, ouais, là. Donc là, on est sur une romantaisie avec une jeune fille qui va devenir l'assistante d'un vilain, donc de quelqu'un qui est méchant, quoi. Cette histoire, elle est assez rigolote parce que c'est quand même une romantaisie, on est sur du Grumpy Sunshine, on a quand même une histoire de fond qui est bien amenée. Moi, ce qui m'a un peu gênée dans cette histoire, c'est que l'univers est très peu développé, on a peu d'éléments, en fait, sur l'univers. C'est très flou, même leur magie est très très floue. Ça m'a un peu gênée, c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur non plus, mais c'est quand même une très très bonne lecture. Et après, j'ai enchaîné avec le deuxième tome, donc Apprentice to the Villain. Et alors là, je vais être obligée de le mettre là. Parce que celui-là m'a beaucoup plus déçue. Je trouve que dans le propos, là, on est parti sur vraiment romantaisie pure. Tout le côté intrigue qu'il y avait derrière, elle s'essouffle un petit peu. On avance très très peu là-dedans. Mais par contre, on va avoir beaucoup plus de... un peu de smut quand même. Toutes les pensées de nos personnages vont être très gnangnan, un peu cucu, enfin vraiment ça m'a un peu saoulée. Donc je le mets là. J'ai pas apprécié plus que ça ce tome-là. La collision de Paul Gasnier, donc là on va avoir un livre de non-fiction dans lequel Paul va revenir sur la mort de sa mère. Sa mère est morte dans un accident alors qu'elle était à vélo. Et c'était un scooter, une moto, non c'était une moto, l'a renversé et c'est un choc de milieu social en fait parce que sa mère elle est dans un milieu qui est quand même assez bourgeois, assez aisé et le jeune homme qui l'a renversé lui vient d'un milieu très défavorisé. Donc on a un choc comme ça de milieu social qui était très très intéressant et ce livre je pense que je vais le mettre ici parce qu'il m'a assez marqué et notamment sur l'écriture. Là où je vous disais que dans Zone d'impunité on avait énormément de colère, là mais il y a une intelligence dans l'écriture de ce livre parce qu'il va essayer vraiment d'aller au fond des causes en fait de cet accident, de cette collision. Il va vraiment essayer de comprendre sans jugement et ne pas tomber en fait dans la haine gratuite et facile qu'il pourrait avoir notamment avec la montée de l'extrême droite à ce moment-là. Et vraiment, ce livre, il est hyper intéressant, hyper bien mené, hyper bien écrit. Et je l'ai trouvé, très intéressant. J'ai kiffé le lire. The Problem with Falling, qui est le 3e tome, si je me trompe pas, de la saga. Et alors, ce livre est écrit par Brittany Sichéry, pardon, j'avais un petit bug. Et ben je vais pas vous mentir, je vais le mettre là parce que je ne m'en souviens pas. Je me souviens pas de ce livre. Je sais qu'on est avec la 3e sœur, celle qui est la plus haute en couleur, qui doit s'appeler Joy ou un truc comme ça. Enfin, un nom qui est synonyme de joie, de tout ça. Mais alors je me souviens pas du bonhomme et je ne sais plus du tout c'est quoi leur histoire, donc je vais mettre ça là parce que ça ne m'a pas marqué du tout. Fragrantia donc de Paul Richardo. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là je pense parce que c'est un thriller dans lequel on va suivre donc une enquête dans une agression sexuelle qui est menée par des personnes qui travaillent sur l'olfactif et qui, avec des odeurs, vous permettent de revivre des souvenirs et donc de... soit de ramener des souvenirs heureux, parce qu'ils utilisent ça beaucoup pour la psychologie, et voilà, donc on est autour de tout ça. Et ce livre était très intéressant, très bien mené, mais vraiment comme une série Netflix, enfin, on sent qu'il a été fait...
pardon. On sent qu'il a été fait en partie pour être écouté en livre audio parce qu'il est très haletant. À la fin de chaque chapitre, on a envie d'avoir la suite. C'est un peu écrit de cette manière-là pour que ce soit très fluide, très page-turner. Mais en même temps, je trouve que dans le dénouement final, dans l'intrigue, je trouve un peu plus faible, donc c'est un peu dommage. Voilà, donc j'ai passé un bon moment. C'est pas un mauvais roman, c'est pas un mauvais thriller, mais il m'a pas marqué plus que ça. Le ministère du temps. Le ministère du temps, en fait, il est très particulier ce livre parce que ça va être un livre avec un propos de science-fiction parce qu'on va parler de voyage dans le temps. Mais en même temps, écrit comme un contemporain, donc c'est très perturbant, c'est très intéressant. Je pense que je vais le mettre ici, dans les premiers là, parce que j'ai passé un très bon moment en lisant. C'était très chouette, mais il m'a pas marqué au point de cela, je pense. Donc je vais le mettre ici. C'est de... J'ai un problème avec les noms aujourd'hui, hein, c'est pas possible. C'est de Callian Bradley. Et ouais, ce livre, il était très très cool à lire. Mais peut-être un peu de longueur, un rythme un peu particulier. Voilà, qui fait que je l'ai apprécié, mais pas au point des autres. Alors, Blackwater, alors je vais en avoir quelques-uns là de Blackwater. J'en ai 2 de Blackwater et j'ai Cathy aussi de Michael McDowell. Là, c'est les 3 livres de Michael McDowell. Donc, on va commencer par le tome 1. Le tome 1, je le mettrai... Je pense que je vais les mettre par là. Alors, après, je vais le mettre où? Je vais le mettre ici, je pense. Alors, du coup, non. Ici. Oh, ici. Le tome 1, je vais le mettre là. Le tome 2, je vais le mettre là. C'est des livres qui se lisent, mais genre excessivement bien, très rapidement. Il a une plume qui est hyper fluide. On est sur une histoire qui est à la fois très réaliste. On est dans les années 1900, je pense qu'on est au début du XXe siècle. Je crois, si je me trompe pas. Et on va y suivre donc toute une petite famille dans une petite ville qui s'appelle Perdido. Et la ville a subi une crue. Et donc on va suivre la famille un petit peu aisée qui possède une scierie et qui voit sa vie chamboulée avec l'arrivée de Elinor, donc une femme qui a été secourue en fait pendant cette crue. Et on va voir tout un élément de mystère, de surnaturel, qui est très peu expliqué, mais qui est très mystérieux et qui donne un petit fil conducteur comme ça dans ses livres. C'est une saga de 6 tomes, donc là c'est les 2 premiers. Et vraiment, je kiffe cette saga, elle se lit excessivement bien. Et donc je vais mettre directement, je vais déjà classer Cathy. Cathy, je vais le mettre là, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors Cathy, ça c'est un one-shot, toujours de Michael McDowell. Et ce livre est hyper intriguant et j'ai beaucoup aimé le côté logistique de la plume de Michael McDowell où il nous racontait à chaque fois combien d'argent il lui restait, comment elle faisait pour s'en sortir, parce que dedans on va y suivre une jeune fille qui va essayer d'aider son grand-père qui est sous l'influence d'une femme. Alors c'est un peu compliqué à vous expliquer, hein. Je vous conseille plutôt d'aller lire le synopsis, ça va être un peu plus clair, mais on va voir tout un élément de mystère comme ça autour de Cathy et on va y suivre donc notre protagoniste principale, je sais plus comment elle s'appelle, je vais pas retrouver son nom, mais qui essaye justement de survivre comme elle peut et d'empêcher en fait Cathy et sa mère de mettre la main sur l'héritage de sa famille. C'était un roman vraiment très addictif, moi je l'ai écouté, ça doit se lire hyper bien aussi, et c'est assez haletant, c'est très intriguant, et puis on a tellement d'empathie pour notre pauvre protagoniste principal qui a du mal en fait à survivre, a du mal à s'en sortir. C'était vraiment très très bien. Le manuel de survie d'un sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale de Brandon Sanderson, donc le premier Brandon Sanderson que j'ai lu. Celui-ci, je vais le mettre... Je pense que je vais le mettre là. C'est un bon livre, j'ai passé un bon moment. Après, il me transcende pas non plus, il m'a pas laissé un souvenir immuable. Dedans, on a un trope d'amnésie de quelqu'un qui va se réveiller donc dans l'Angleterre médiévale, qui ne se souvient pas ce qu'il fait là, pourquoi il est là, qui il est, etc. Et en fait, j'ai eu un problème de rythme parce qu'on apprend très très peu de choses sur cette personne et à un moment, on a presque tout qui nous est donné. Et donc, en fait, ça m'a... Ce côté où on apprend très peu... On sait très peu de choses sur notre personnage, ça m'a un peu freiné sur l'attachement que je pouvais avoir pour ce personnage et j'ai pas pu m'accrocher suffisamment à ce livre en fait, ça m'a pas
Ça m'a pas transcendé par rapport à ça, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Donc je le mets ici parce que c'est quand même un bon livre, hein, mais voilà, pas le meilleur. Alors, là, c'est pareil, je vais en avoir deux. Alors, je vais le remonter. On va avoir celui-là qui est L'ombre des dieux de John Gwynne. Et ça, c'est le tome 2 qui est La fin des dieux. Et il y aura un tome 3 qui est La fureur des dieux, mais que je n'ai pas encore lu. Alors, L'ombre des dieux, je vais le mettre dans mon précieux. Mais je vais le mettre où? Est-ce que je le mets avant Cathy? Je vais le mettre avant Cathy. Est-ce que je le mets avant Bride? Je vais le mettre là. Donc c'est une fantasy nordique dans laquelle nous allons suivre 3 personnages différents. Et en fait, au bout d'un moment, on va voir qu'ils sont liés, parce que c'est 3 points de vue vraiment de 3 personnes différentes. On va être dans un univers avec les dieux qui sont morts, mais ils ont des enfants, entre guillemets, parce que y a leur sang qui... c'est quand même propagé dans les humains et donc ça nous a fait des corrompus qui peuvent se transformer à moitié en bêtes sauvages, donc ça dépend du dieu parce que les dieux en fait sont inspirés des animaux, ils vont chacun avoir un animal. Et c'est une histoire qui est vraiment hyper prenante, je trouve. Les personnages sont hyper bien dépeints, hyper attachants. Enfin, moi, je passais un excellent moment en lisant ce livre. Il est très immersif, en fait. Hein. On se ressent vraiment dans une fantaisie nordique. On a l'impression d'y être. Et j'ai vraiment kiffé. J'ai passé un très, très bon moment. Donc, je le mets ici. La fin des dieux, je l'ai un peu moins apprécié. Je trouvais qu'il y avait un peu plus de longueur. Donc, je vais le mettre là, je pense. Parce que je l'ai quand même beaucoup aimé, c'est quand même une suite de ce livre, enfin je suis toujours dans l'univers donc j'ai toujours beaucoup apprécié, mais c'est un peu moins quand même que le premier tome, mon problème avec les deuxièmes tomes, encore une fois. Ensuite, Adieu Birkenau de Gillette Kolinka, ça c'est un livre qui est mais hyper important. Après c'est une BD donc c'est pas mon format préféré parce que c'est très rapide à lire et donc ça parle de Ginette Kolinka qui est une rescapée d'Auschwitz-Birkenau et donc ça raconte toute son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais le mettre là je pense. Donc c'est une BD, c'est pas mon format préféré mais c'était très important, très intéressant à lire donc je le mets ici. Vous voyez que j'ai quand même un très très bon début d'année parce que j'ai très peu de livres en fait que j'ai pas aimés. J'ai passé des bons moments de lecture en fait ce début d'année. Mais alors là, on va en arriver. En fait, je vais mettre ça directement là-dedans, là les deux. Donc 2 livres de Jessie Inchauspé. Je vais jamais arriver à dire son nom de famille, mais je crois que c'est Inchauspé. Glucose Révolution et 9 mois qui comptent pour la vie. Alors, je vais m'expliquer parce que quand on l'écoute, on passe pas des mauvais moments en fait en écoutant ces livres audio. Je pense qu'en lisant c'est pareil, ça se lit très bien. Je les mets dans le filet pauvre fou parce que je les conseillerais pas. Si des gens me disent j'hésite à lire ce livre, je leur dirais de ne pas le lire. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une femme qui a un doctorat en biologie, qui nous donne des conseils de nutrition, donc qui n'est pas nutritionniste, qui n'est pas diététicienne et qui ne s'entoure pas justement de diététiciens et de nutritionnistes pour faire ce livre et c'est ça qui me gêne. Et elle va avoir donc une manière d'amener les choses où en fait, sous couvert de pas mal de recherches, d'enquêtes scientifiques, va nous dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Sauf que elle omet de dire que il faut prendre avec des pincettes pas mal de ces études dont elle parle parce que soit les échantillons étaient vraiment très très faibles et donc pas représentatifs, soit elle fait des conclusions quand même très hâtives, ou alors des fois elle va avoir... Enfin j'ai vu beaucoup en fait de vidéos de nutritionnistes, de diététiciens, etc. qui remettent en cause tout ce qu'elle dit dans ses livres, qui fait que je trouve que ces livres ne sont pas suffisamment documentés et qu'elle apporte en fait des idées en disant c'est comme ça que ça se passe, elle nuance pas du tout ses propos. Elle a l'air d'amener la vérité vraie comme ça, ce qui n'est pas le cas, et donc ça m'énerve en fait. Quand on me parle de quelque chose qui est scientifique, il faut quand même être précis dans ce qu'elle amène, et là justement ça manque de précision, ça manque de nuances, ça manque d'honnêteté scientifique, et ce qui me gêne énormément, notamment surtout dans 9 mois qui comptent pour la vie, parce que ce livre est centré sur l'alimentation pendant la grossesse.
une période où la femme est quand même très sensible, très vulnérable et fragile psychologiquement parce qu'elle va avoir envie de faire au mieux pour son bébé. Et là, je trouve qu'elle est très culpabilisante et qu'elle amène des solutions, des conseils qui sont presque irréalisables en fait et donc très compliqués quoi. Ça peut amener à des TCA, je trouve. Et voilà, ça m'a gênée. Donc, je le mets là. Est-ce que j'avais... Non, j'avais pas le premier tome. Donc, c'est le deuxième tome ici de la saga des 100 destins de Daniel L. Jensen. Donc, qui est un sort gravé dans les os. C'est une duologie. Donc, ça, c'est le deuxième et dernier tome de cette saga. Je pense que je vais le mettre là. Parce que je l'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié cette duologie. Il était cool. Elle était cool, c'était très fluide, plein d'actions, toujours avec Daniel L. Jensen, c'est toujours une formule qui marche très bien. Là, on est sur de la mythologie nordique, avec une bonne présence des dieux, la romance prend pas trop le pas, et je trouve que c'était une très bonne conclusion, donc non, très bien, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Cress, donc qui est le tome 3 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Où est-ce que je le mets ? Je pense que je vais le mettre là parce que je l'ai un peu moins apprécié que tous ces livres-là. Et je vais le mettre ici. C'était un bon 3e tome, c'était cool, c'était chouette, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire dessus. C'est de young adult, voire jeunesse. C'est de la réécriture de contes. Et là, on va suivre donc une princesse qui s'apparente à Réponse. Et c'était très sympa. Alors, Cross the Line. Cross the Line, que je me trompe pas. Parce que j'en ai lu 2 en fait. Il y a Cross the Line et il y a Pole Position, vous voyez ici. Alors, Cross the Line, c'est Timol Soltani. Et celui-là, je l'avais apprécié, mais sans plus. Et je pense que je vais le mettre là. Il était assez cool, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Et je me souviens plus très bien de toutes les tenants et les aboutissants. Par contre, Pole Position, donc, qui est le premier tome des frères Reynolds de Aimé Lou, lui, je vais le mettre là, parce que lui, c'était quand même aussi sur de la Formule 1, c'est quand même une romance basée sur la Formule 1, mais alors là, par contre, j'ai pas vu la Formule 1, quoi. Là, c'était très mis sous le tapis, c'était vraiment en toile de fond, on l'utilise pas, en fait, la Formule 1 dedans, donc ça m'a un peu gênée, ça m'a un peu saoulée, c'était très bateau, voilà, donc ça m'a pas transcendé plus que ça. Résister de Salomé Saké. Donc c'est un non-fiction dans lequel elle va nous expliquer la montée en puissance de l'extrême droite et les répercussions que ça peut avoir et la problématique que c'est. Ça, je vais mettre ça là-dedans parce que c'était un livre qui était... attendez, en fait, non, je vais le mettre là. Je vais le mettre là, je pense. Je vais pas le mettre là parce que je me souviens pas de grand-chose dedans, en fait. C'est ça le problème. Je sais que j'ai beaucoup aimé, que le propos était très intéressant, que c'était un bon livre, mais je me souviens pas de grand-chose. Donc, je suis obligée de le mettre ici, par honnêteté intellectuelle. Je peux pas le mettre à ce niveau-là, parce que tous ces livres-là, je m'en souviens très bien, mais lui, je m'en souviens pas tant que ça. Même si je sais que j'ai beaucoup aimé. Love Mom. Ah bah alors là, ça va là. Donc ça, c'est un thriller de Iliana Xander, dans lequel nous allons suivre une jeune fille. Sa mère est morte dans un accident. Sa mère était auteure de thrillers très réputés, très connus. Et elle va recevoir donc une lettre de son fan numéro 1 qui va joindre un morceau en fait du journal intime de sa mère en disant que sa mère avait énormément de secrets, qu'elle n'est pas au courant de tout. Et donc on va y suivre comme ça toute une petite enquête de cette fille pour découvrir un peu les secrets de sa mère. Et j'ai trouvé très prévisible, peu intéressant. Alors c'était un page turner, mais un peu comme du Freda McFadden où on voit venir un peu la fin. Donc ça m'a pas transcendé et j'ai trouvé que les procédés utilisés étaient très redondants. Enfin, j'ai pas passé un bon moment, quoi. Donc je le mets là. Célèbre de Maud Ventura. Alors, c'est pas un mauvais livre, hein, Célèbre, hein, mais je vais le mettre là quand même parce que on va essayer d'équilibrer un petit peu tout ça. Là, en fait, faut vous dire, j'ai pas de mauvais livres ces 6 premiers mois. Juste ces 3 là, je dirais. Ça, c'est pas des mauvais livres, mais par rapport au reste,
forcément ça va être dans le moins bien quoi. Et Célèbre de Maud Ventura, en fait justement je l'ai lu après mon mari et j'avais tellement placé la barre haute, je m'attendais tellement à quelque chose de fou que là Célèbre, je suis un peu restée sur ma faim parce que le personnage je l'ai trouvé vraiment détestable. Et alors le procédé est bien, l'écriture est toujours aussi chouette, vraiment c'est très prenant, c'est très addictif et j'adore l'écriture de Maud Ventura. Mais là, le fait que le personnage soit vraiment détestable, ça m'a freiné comme pas possible. Donc si ça vous dérange pas, vous aimez bien un personnage vraiment peu appréciable, allez-y, vous allez aimer, mais moi c'est pas trop mon truc. Dungeon Crawler Carl de Matt Deniman, ça c'est le premier tome. Je pense que je vais le mettre ici parce que j'ai passé un excellent moment. C'est très particulier, très what the fuck, on part dans tous les sens, vraiment. Je sais pas ce qu'il avait fumé au moment d'écrire ce livre, mais voilà. Mais on va y suivre donc Carl dans un lit RPG. Donc en gros, ça va être comme un personnage de jeu vidéo. Il va avoir ses catégories, il va évoluer, il va trouver des coffrets, il va avoir un inventaire, tout ça. Ce qui fait que c'est une lecture qui est vraiment très particulière et très chouette à suivre. Et vraiment, j'aime beaucoup. Par contre, ça va être une très longue saga. Ça, c'est le tome 1. Et il me semble qu'ils ont prévu 10 tomes. Et en tout cas, il y en a 7, si je ne me trompe pas, qui sont déjà sortis en VO. Et 4 ou 5 qui sont sortis en français. Donc une très très longue saga. Mais j'ai passé un très très bon moment, j'ai kiffé. Phobos, là c'est le dernier tome, le tome 4. Parce qu'il y avait un tome 0.5. Donc je crois que c'est le tome 4. Où est-ce que je le mets ? Je vais le mettre en dessous de Célèbre. Ouais, je vais le mettre là quand même. Je suis pas très fan de la saga Phobos. Hein. Franchement, c'est trop young adult pour moi. C'est trop téléphoné. La manière en fait d'amener les intrigues, d'amener les retournements de situation, je n'aime pas comment il le fait. Parce que très souvent, on ne découvre pas en fait. On nous le dit. C'est très annoncé. Et je suis pas fan de cette écriture. Alors, il faut que je lise d'autres Victor Dixon pour voir si c'est vraiment l'écriture de Victor Dixon ou si c'est juste dans Phobos que ça ne m'a pas plu. Mais l'idée générale de Phobos, j'aime beaucoup. Donc, on est avec un speed dating de jeunes adolescents dans des navettes spatiales qui vont vers Mars pour pouvoir repeupler Mars. Donc, le propos est cool, l'idée est chouette. Mais dans l'exécution, ça m'a pas plu parce que on avait des points de vue des personnes sur Terre qui ne m'intéressaient pas. C'était un peu longué et un peu prévisible tout du long. Donc, j'ai pas accroché à cette saga. Après, ce tome est peut-être l'un de ceux que j'ai préférés. Ouais, je sais pas. J'ai pas accroché. Scarlett. J'aurais dû commencer par Scarlett. Scarlett, c'est le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Et alors Scarlett, je l'ai moins aimé, je vais le mettre là. Scarlett, j'ai un peu moins aimé, mais je pense que c'est parce que je l'ai lu à un moment où j'étais pas les plus attentive et j'aurais pas dû le lire à ce moment-là. Donc voilà, ça m'a un peu moins marqué, j'ai un peu moins aimé que Cress, donc je le mets ici. Mais cette saga est très très chouette, hein, notamment pour un adolescent, jeune adolescent, c'est vraiment très sympa. Menteur de Julie Soto, donc là c'est un thriller hein, dans une université, on va y suivre tout un groupe d'adolescents qui est populaire. Il y a une fille qui n'est pas vraiment dans le groupe mais qui s'est suicidée. Le groupe d'amis là va être poursuivi pour harcèlement criminel, donc qui a poussé la jeune fille à se suicider. Et donc on va suivre comme ça toute cette histoire. Je vais le mettre là parce que c'était pas incroyable. C'était cool, hein, c'était chouette. Mais c'était pas foufou non plus. Notamment, on avait un peu une montée en puissance qui est un peu retombée, je trouve. Avec le retournement de situation finale, ça m'a pas transcendé. La fin m'a pas transcendé, mais après, l'idée était cool. Les personnages étaient pas trop caricaturaux, c'était bien parce que justement, ils étaient assez réalistes. Donc ça, c'était chouette. Mais voilà, c'était pas incroyable. Les fiancés du Rhin de Marie-Bernadette Dupuis. Ça, je vais le mettre dans mon précieux, mais je vais le mettre où ? Je vais le mettre là. Donc, c'est une romance historique dans laquelle nous allons suivre... c'est un peu générationnel quand même, parce qu'on va avoir quand même la première génération avec sa maman, mais on va suivre plus particulièrement Noël, qui va tomber amoureuse d'un Allemand, donc Hans, au
prémices de la Seconde Guerre mondiale et ce livre commence en fait entre les deux guerres. Donc on va vraiment vivre en Alsace toute cette période un petit peu compliquée puisqu'on est à la frontière entre la France et l'Allemagne. Et donc on va avoir plein de personnes, de situations qui dépeignent en fait à l'époque comment ça se passait et j'ai trouvé hyper intéressant et hyper poignant. Moi, elle m'a fait chialer. Enfin vraiment c'était très très intéressant comme livre. Alors, tant d'un point de vue historique que du point de vue de la romance qui est présente mais qui n'est pas non plus omniprésente. Donc c'était vraiment très chouette. J'ai passé un très très bon moment en lisant ce livre. Ensuite, nous avons donc Un palais de flammes et d'argent de Sarah J. Maas, qui est le dernier tome d'Acotar. Je vais le mettre là, je pense. Je vais le mettre là parce que je l'ai pas trop aimé celui-là en fait. Je trouve qu'on aurait dû s'arrêter à la trilogie principale. Là, elle est... je sais pas, elle est partie dans un truc... C'était long. C'était long. Et pas très intéressant au final. Et je sais pas, je l'ai pas apprécié tant que ça, ce livre est vraiment très long, très très long. Le rythme n'était pas très bien proportionné, c'est-à-dire que tout le début, genre, oh là là, ces escaliers, j'en pouvais plus là. Et par contre, à la fin, là où ça devient vraiment intéressant, c'est un peu expédié quoi. Donc ça m'a un peu saoulée. Redeeming Six, donc là on est avec le quatrième tome de la saga des Boys of Tommen de Chloé Walsh, donc qui est une saga de romance universitaire avec des joueurs de rugby. Mais là, on va suivre plus particulièrement donc le frère aîné de la protagoniste des 2 premiers tomes, donc qui est Joey, et on est avec une famille très dysfonctionnelle, avec des parents violents psychologiquement et physiquement. Donc c'est une saga assez poignante, assez dure à lire, mine de rien. Mais alors ce tome-là m'avait pas du tout convaincue parce que l'histoire de Joey et de Aoife, je la trouve très toxique en fait, je trouve qu'ils sont pas bons l'un pour l'autre. Elle m'a dérangée à plusieurs reprises, il y a des moments où j'étais vraiment en malaise et donc je pense que je vais le mettre ici parce que ça m'a pas convaincue et le message qui est transmis je trouve est pas terrible. Et on va terminer, disons le plus grand des hasards, par mon coup de cœur de ce début d'année, donc Projet Dernière Chance de Andy Weir, donc qui est un coup de cœur, hein, j'ai vraiment kiffé. Alors, il faut s'accrocher parce que toute la première partie, ça parle énormément de science, c'est hyper pointu, il va nous assommer d'expériences qui sont faites, donc c'est un peu particulier. Mais alors, une fois qu'on s'attache aux personnages, et les personnages sont hyper attachants, c'est incroyable, et on est vraiment pris dans le truc, et c'est tellement expliqué. Enfin, moi j'adore, justement, quand on m'explique les choses, et qu'il y a un raisonnement logique, et qu'on n'omet aucun détail. Et là, c'était génial, enfin, j'ai vraiment passé un excellent moment, c'était incroyable. Voilà, j'ai kiffé ce roman, il était trop bien. Il y a une adaptation cinématographique qui est sortie et qui est également très très bien. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir tout ça. Alors, est-ce que je changerai des ordres là-dedans ou est-ce que tout me paraît plutôt bien? Que ça me paraît pas mal. Peut-être Madame de Montespan. Un peu plus loin. Et l'Odyssée aussi, un peu plus loin. Je pense que là on est un peu mieux. Après je suis un peu méchante avec Phobos et Célèbre, hein, mais je pense que là ça dépend de mes attentes. C'était pas vraiment sur le roman, mais plus par rapport à ce à quoi je m'attendais. Un peu déçue quoi. Mais je pense que là on est pas mal. Donc vous voyez, j'ai quand même eu beaucoup de bonnes lectures en fait, hein, parce que même jusqu'ici, c'est des livres que j'ai apprécié lire. Hein. Quelques déceptions forcément, mais j'ai passé des bons moments de lecture. Donc j'ai eu un début d'année qui est quand même vraiment bien, il faut se le dire. J'ai plutôt bien choisi mes lectures. Bon, ça donne un peu moins de contenu parce que du coup, il y a des moments où je peux un peu moins râler. Mais non, j'ai eu des très très bonnes lectures en ce début d'année. J'ai passé des bons moments. Il y a des trucs hyper marquants, hyper poignants en plus. Hein. Je suis allée quand même sur des choses qui sont très diverses et variées parce qu'on a vraiment un peu de tout. Donc je suis très contente. Et pour une fois, j'en ai vraiment beaucoup dans mon précieux parce que généralement, je suis un peu difficile pour mettre dans mes coups de cœur. Et là, j'en ai mis quand même pas mal. Je m'améliore. Il faut garder ça en tête. Et donc voilà pour mon classement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec mon classement ou si il y a des choses que vous ne comprenez pas. Parce que soit il y a des livres que j'ai mis dans Fille pauvre fou que vous avez
adoré, ou inversement, il y a des livres que j'ai adoré que vous, ça l'a pas fait, dites-le moi et expliquez-moi surtout pourquoi. Et voilà, n'hésitez pas également à liker et à vous abonner, ça aide énormément pour l'algorithme. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les hobbits!